Sego. Quoi? Bonjour. Hello. Mon nom est Guillaume Cao et mon nom d'Indien est Ushtogan Megezi, qui veut dire tête d'aigle. Pour clarifier un petit peu les incertitudes que certains gens peuvent vous apporter, à l'effet que, et comme j'ai dit dans le passé, à l'effet que Guillaume Cao est soit un Mohawk ou soit un Algonquin, et le monde qui parle sans connaître, sans nous inviter, sans nous questionner, ce ne sont pas des vrais autochtones traditionnels. Avant de parler de quelqu'un en mal, c'est simple, on les questionne, on les invite, et finalement, suite à l'explication, là, on peut décider de dire ou ne pas dire ce qu'il y en est. Donc moi, mon père, c'est un Algonquin de Maniwaki qui vient de la famille Carl de Maniwaki, et ma mère vient de la famille Razen, qui vient de Oka, et que tout le monde connaît l'histoire, c'est une histoire fameuse de cette famille-là. Donc moi, j'honore le fait que nos traditions veulent dire qu'on est maternel, donc, mais j'ignore pas aussi le fait que mon père était dans la solution. Donc, c'est pour ça que je dis à tout le monde que je suis Mohawk algonquin. Et que mon nom, c'est un nom algonquin qui m'a été donné, qui veut dire tête d'aigle. Nos différentes diffusions vous apportent finalement beaucoup de clarté. Et ce soir, j'étais un petit peu... c'est un peu difficile de vous expliquer où on en est rendu parce qu'on doit reculer. Je suis allé dans plusieurs réunions, j'ai rencontré plusieurs autochtones, j'ai eu beaucoup d'appels et le monde me demande de reculer, d'expliquer un petit peu l'histoire, mais la vraie histoire de ce qui s'est produit. Et c'est une histoire que vous comprenez toutes, mais que personne n'a pris le temps de vous expliquer pourquoi on est là, qui on est, qui sont les Indiens et qui sont les vrais Indiens, et les décisions qui sont apportées de la Cour suprême à l'égard de nous, les peuples autochtones qui vivons dans le milieu hors réserve. Tout ce que je vous dis, c'est très important que vous compreniez que c'est la vérité, parce que moi, je n'enregistre pas pour compter des mensonges à personne. Additionnellement, on m'a questionné à l'égard de ce livre ici, ce bouquin ici. Ce bouquin ici, qu'on appelle Information générale, ce bouquin-là contient, si vous voulez, pas mal tous les documents que vous avez besoin de savoir. Et à l'intérieur du bouquin, pour le rendre facile à comprendre, parce que le monde m'a dit que c'est un bouquin qui a quand même 500 pages dos à dos, ils m'ont demandé de vous expliquer comment le regarder, comment en prendre connaissance et comment visualiser à l'intérieur de ça en ne se perdant pas dedans. Et vous allez voir, puis je vous le montre aujourd'hui, à l'intérieur du bouquin, il y a des flèches qui ont été portées qui vous expliquent clairement où l'information est importante à comprendre. Parce que, vous savez, c'est un peu comprenable qu'on veut regarder un livre qui a tout près de 500 pages dos à dos et comprendre tout ce qui est dedans. La plupart des documents ici, c'est tous des documents qui proviennent, comme exemple, du gouvernement du Canada, qui nous identifient très clairement comme le gouvernement Confédération Peuples autochtones du Canada. C'est pas quelque chose que j'ai juste inventé. Par contre, c'est en continuité de ce qui est annoncé en 2005 sur notre site web, qu'on est en phase préliminaire de créer le premier gouvernement autochtone au Canada. Donc, le livre est clairement identifié comme gouvernement, Confédération Peuples autochtones du Canada et Information générale. Je dois vous dire aussi que ces livres-là sont tenus à date. Quand j'envoie des documents, comme là, je viens d'envoyer une nouvelle lettre au gouvernement du Canada, au premier ministre du Canada, aux Nations unies, les lettres sont incluses à l'intérieur des nouveaux kits qu'on imprime. Le tout vise simplement à empêcher toute confusion qui peut exister. Quand j'étais dans mes dernières réunions, on m'a demandé, on a dit, grand chef Guillaume Cao, serait-il possible de reculer et d'expliquer, on vient de où? Pourquoi les Indiens sur réserve peuvent nous regarder et dire qu'on est moins? Pourquoi les Indiens sur réserve dans d'autres provinces se joignent à nous? Pourquoi on est capable de regarder des Indiens et de dire c'est des landless Indians, des Indiens sans terre? Comment on peut même faire la discrimination à savoir que parce qu'un gars reste pas sur une réserve, il est moins Indien, en prétendant que ceux qui vivent sur réserve pourraient être plus. Il est très important aussi que je vous explique qu'à l'intérieur de nous, ce qu'on fait, contrairement aux autres organisations, nous autres, on est un gouvernement. Et le gouvernement est fait pour gouverner. C'est pour ça qu'on appelle le gouvernement, c'est pas parce qu'il y a un surplus de texte puis d'art qu'ils ont mis ça sur le papier. Donc moi, c'est très important que vous compreniez
Où on a pris naissance? Pourquoi nos droits sont reconnus? Et sont reconnus par qui? Et dans le bouquin, est-ce que c'est mentionné? Est-ce que le gouvernement du Canada a accepté la résolution des Nations Unies? On est déjà rendu en avant de ça, mais on va reculer. Et on m'a demandé de vous expliquer, droits ancestraux, c'est quoi? Ça vient de où? Donc, moi, je vais commencer, comme j'ai fait à plusieurs reprises, à vous expliquer pourquoi on a une confédération. Et la confédération dépend sur quoi pour être capable de se baser de votre représentativité. Certains individus, comme c'est expliqué dans d'autres présentations, qui prétendent qu'on ne les représente pas, c'est correct. Le gars qui veut caler avec son canot qui est plein de trous, puis qui ne veut pas avoir d'aide, on est capable de vivre avec ça parce qu'on ne manque pas de membres. Des membres, on en a en masse. Donc, je vous explique. Et je vais vous expliquer du début la vraie histoire. Et cette histoire-là, vous la connaissez, mais tant qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et de réaliser ce qui nous est arrivé, c'est difficile de savoir où on est si on ne sait pas où on s'en va. Et on ne peut pas savoir où ce qu'on devient si on ne sait pas où ce qu'on est aujourd'hui. Donc, à savoir que les peuples autochtones incluent notamment les Indiens, les Métis et les Inuits. Dans la Constitution du Canada, vous savez l'article 35 qui est inclus dans le bouquin ici. Donc, si vous voulez suivre, c'est bien important que vous ayez ce bouquin-là parce que tout ce que je vous parle est dedans. L'article 35, pour certains gens qui viennent de peut-être d'autres pays, c'est plus ou moins important, mais pour nous, on doit consacrer la vérification de ce qui a déjà été adopté pour les Autochtones pour partir en quelque part. Moi, quand je vous parle de Constitution du Canada, vous savez, la loi suprême au Canada, c'est l'article 52. Et l'article 52 dit que la loi suprême au Canada, c'est la Constitution du Canada. Elle rend inopérante toute loi qui vient en contradiction avec elle-même. Donc, si pour le gouvernement du Canada et les Canadiens, on regarde la loi qu'eux autres ont déjà approuvée, on peut se reconnaître dedans. C'est aussi particulier du fait qu'on regarde à l'intérieur du document ici, l'article 25, l'article 35, que je vous explique, ça parle de nous spécifiquement, des Autochtones. Donc l'article 35 dit que les peuples autochtones incluent notamment les Indiens, les Métis et les Inuits. En 1982, pour ceux qui ne savent pas, la Constitution du Canada a été rapatriée puis il y a eu une méchante guerre où ce que Jim Sinclair a été un des grands représentants à faire inclure les Autochtones à l'intérieur de la Constitution du Canada, pour finalement mettre son grain de sel à l'intérieur de ça, qui est un grain de sel important, à vous, finalement, vous affirmer et être fier de ce que vous êtes, parce que, puis le mec, j'ai passé quand même 2 semaines avec, Jim Sinclair a travaillé très fort pour apporter le gouvernement du Canada en cours, afin d'inclure les Métis. Maintenant, on vous demande, c'est quoi un Indien, c'est quoi un Métis, c'est quoi un Inuit? Les Inuits, on sait tous où ça vient du Nord. Par contre, les deux peuples qui sont ici, et là on va vous parler de l'article 35 encore, qui inclut notamment les Indiens, les Métis et les Inuits. 35.1, qui est l'article suivante, qui est clairement dans le livre aussi avec une flèche, dit que les droits des peuples autochtones sont reconnus et confirmés. La Constitution du Canada reconnaît vos droits. Maintenant, à savoir quels sont les droits. Et la raison que la confusion des droits, c'est parce que le monde ne savent pas qui ils sont. Mon rôle à moi, en tant que tête d'aigle, l'esprit qui est à l'est, c'est de vous communiquer la vérité. On ne doit pas passer trop de temps à essayer de démentir les menteurs. Ceux qui veulent vous mentir, vous êtes majeurs et vaccinés, vous êtes des adultes qui peuvent prendre l'information qui est là, vous asseoir et finalement écouter et savoir clairement que ce qu'on vous dit, c'est ou c'est pas des mensonges. Et moi, j'ai promis au monde que j'ai rencontré, j'ai dit, j'ai compris. Des centaines de personnes m'ont demandé sur le téléphone, vivant d'un bord et de l'autre, s'il vous plaît, expliquez-nous pour que nous, on soit en mesure d'expliquer à nos communautés, à nos membres, qui on est, on vient d'où. Ça me fait plaisir ce soir de prendre cet instant-là, puis je dois m'excuser d'avoir été trop rapide pour que vous ne sachiez pas véritablement d'où vous venez. Vous savez qu'au Canada, jusqu'en 1534, c'est simple, il y avait seulement des Indiens ici. Personne ne peut nier ça parce que c'est écrit partout. Donc nous autres, on n'a pas à défendre ou à ne pas défendre ce qu'il y en est ou ce qui est là. On prend pour acquis qu'en 1534, Christophe Colomb est arrivé ici. Et quand il est arrivé ici,
Il n'a pas vu des Anglais, des Allemands, il a vu des Indiens. Le peuple invisible, parce qu'on pouvait se faire disparaître à l'intérieur des terres. OK? Donc, en 1534, quand Christophe Colomb est arrivé ici, il a rencontré des Indiens. C'est nous. Ils nous ont appelés des Indiens. Véritablement, on n'est pas des Premières Nations, on n'est pas des Indiens, on est le premier peuple du Canada. Quand on parle, c'est important que vous compreniez que le gouvernement du Canada vous a dit que vous étiez les Premières Nations, à certains individus se réservent pour les flatter. Quand j'étais à Vancouver, au début des années 2000, les aînés m'ont dit « on n'est pas des Premières Nations, on est le premier peuple. » Parce que si on commence à cataloguer un individu ou une nation à une autre, qui est la deuxième nation? C'est la question qu'ils m'ont posée et j'ai compris. Donc maintenant, 1534, les Européens arrivent ici. Christophe Colomb arrive ici, se bute le visage des Indiens. J'ai déjà parlé à Québec et expliqué à un juge, dans une cour, que nous, on n'est pas des Indiens, on est des sauvages. Puis là, le juge était un petit peu froissé par ça, parce que le mot sauvage, dépendamment de quelle ethnie vous êtes, varie. Un cheval sauvage, c'est un cheval libre. C'est pas un cheval fou. Donc, un homme sauvage, c'est un homme libre. Et cette liberté-là, vous êtes obligé de reconnaître qu'elle existait ici avant 1534 parce que les peuples autochtones qui vivaient ici vivaient avec l'harmonie de la mère-terre. Il y avait un respect total et dans mon explication, c'est ça que je fais. Je prends le temps d'arrêter et reculer. Nous, on ne connaissait pas ça de l'argent. Il n'y avait pas d'argent parce que tout le monde était égal. Ce que je veux dire par ça, c'est que quand on voulait un canot, on s'en faisait un. On n'allait pas au coin de l'acheter un. Le canot était fait avec la collectivité et non la communauté, parce qu'il y a une différence entre la communauté et la collectivité, qui n'était pas sur des réserves. On doit se souvenir qu'à ce temps-là, ils n'ont pas fait les réserves avant que Jacques Cartier ou Champlain ou même Christophe Colomb arrête ici. Les réserves ont été créées après. Et ça, je vais y revenir parce que c'est une partie très importante de l'enseignement ce soir. Pourquoi est-ce qu'à l'université, on ne vous annonce pas comment ils ont créé les réserves? Pourquoi les réserves ont été créées? Qui demeurait sur les réserves? Puis je vous pose la question ce soir. Tout au long de ma représentation, je vais vous demander de tenir en tête la question que je vous pose. Les Indiens sur réserve, sont-ils plus Indiens ou moins Indiens que vous? Tout au long de ma présentation, je vous demande de réfléchir à ça. Pour la simple raison que c'est qui vous êtes. Et vous avez à décider l'implémentation, la reconnaissance et votre implication à l'intérieur de ça, parce que tout compte pour le futur. Ce que je veux dire. Donc, en 1534, Christophe Colomb arrive ici. Là, finalement, il y a la relation, la grande relation entre les Autochtones, qu'on appelle les Indiens, les peaux rouges parce qu'ils étaient habillés tout en rouge, c'était tout teint en rouge, et les Européens. Les Européens qui se sont unis par la force des choses, et vous savez, on a tous étudié la même histoire, malgré le fait qu'une grande partie de ça était fausse. Si vous vous souvenez, on a parlé du scorbut, parce que plusieurs personnes sont décédées, et quand j'ai parlé, moi, à Québec, j'ai dit, nous, les Autochtones, on n'avait pas à se battre et débattre avec les Européens, parce que quand ils sont arrivés ici, ils ont tous contracté le scorbut, puis après mourir, c'est nous qui leur ont montré quoi faire bouillir avec des racines pour récupérer ce que ça prenait pour enrayer le scorbut. Je dois vous dire, j'espère que je ne vais pas trop vite, parce que j'essaie de le limiter par parcelle. Donc, Christophe Colomb est ici, 1534. La relation commence entre les Autochtones de la terre ici et les Européens. Par la suite, suivi de l'arrivée des Européens anglais, où on sait tous qu'il y a eu la grande bataille entre les Anglais et les Français. Et cette grande bataille-là n'a pas impliqué directement les Indiens. De là où on n'a pas consulté les Indiens, quand on a eu en 1763 la grande paix des deux peuples qui était précédée par le traité de Paris de 1760. Donc, suivant l'arrivée de Colomb, on grandit, finalement, il n'y a toujours pas de réserve, et en 1763,
on décide, pas les Indiens, mais bien les Européens, Anglais, Français, d'arriver avec une proclamation royale. Comment on peut prouver ça? Parce que dans le kit, j'ai mis l'article 25 qui fait référence, clairement référence, à la proclamation royale qui dicte que vous êtes sous la protection de Sa Majesté. On est les sujets de Sa Majesté. Vous savez, j'ai un monsieur qui travaille avec moi, c'était l'ancien commandant des forces navales de la Grande-Bretagne. La première question que j'ai posée à la rencontre, c'est quoi les sujets de Sa Majesté? Puis ça, cette question-là est particulièrement importante pour tout le monde. Pour les Indiens sur réserve et hors réserve, parce que c'est ça qui dicte qui a perdu en cours le 14 avril 2016. Le 14 avril 2016, la décision est dans le kit. On parle de la décision Daniels de la Cour suprême, qui est le plus haut tribunal canadien qu'on ne peut pas aller en appel. Quand c'est fini, c'est fini. Mais je dois vous poser la question, les réserves ont été créées quand et pourquoi? Qui sont les personnes qui ont été vives sur ces réserves-là? Et les motivations. On doit se souvenir que dans ce temps-là, il n'y avait pas de McDonald's, il n'y avait pas de Walmart, on ne pouvait pas aller s'acheter une paire de souliers au coin. Dans la collectivité, les communautés qui étaient un peu parcellées un peu partout sur le territoire et qu'on respectait tout ce qui était là, le manger, la mer-terre, le développement, l'eau, le transport et tout, nous permettait à nous, avant l'arrivée des Européens, de vivre en harmonie avec ça, tout en respectant la faune, la flore et tout ce qui nous implique directement pour notre nourriture et notre bien-être où on demeure et finalement ce qu'on va utiliser pour demeurer là. Et j'ai un petit peu de problème parce que, vous savez, dépendamment de chaque nation, ça varie. On sait que les Algonquins vivaient dans des tipis. On sait que les Mohawks vivaient dans des longhouses. Ce n'était pas les mêmes procédures. Il en demeure pour moins. On est rendu en 1763 et finalement, sur le territoire ici, qui appartient, parce qu'il n'a jamais été vendu à personne, aux Indiens. C'est les Indiens qui appartiennent au territoire ici. Pourquoi que les Indiens l'appartiennent? Parce qu'ils étaient ici les premiers. Maintenant, donc, on sait tous qu'à l'arrivée des Européens, en 1534, il y avait des Indiens. Suivant ça, on a reconnu qu'après qu'il y avait les Indiens, nous les Autochtones, il y a eu des Européens. Et le troisième peuple qui est venu au monde sur la planète, ici, c'est les Métis. Les personnes qui étaient de sang métissé. Il y a eu le gros partage entre les Autochtones et l'homme blanc et la femme blanche qui est arrivé beaucoup plus tard finalement et qu'on a reproduit les individus de sang mélangé dont certains d'eux autres s'appellent aujourd'hui des Métis. Les Métis, c'est quoi un Métis? C'est une très bonne question, c'est quoi un Indien? Dans la prochaine présentation que je vais vous faire, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Mais ce soit ma priorité et de m'assurer que vous comprenez vous venez de où. Et pourquoi que quand vous rencontrez quelqu'un qui est sur une réserve, vous n'avez pas à vous penser moins qu'un autre? Il y a plusieurs raisons. La première raison, et vous demanderez à n'importe qui connaît la tradition, on est tous des enfants du Créateur et on est tous égaux. Personne ne doit être plus important que l'autre. Ce que je viens de vous dire là, c'est très important parce que la nuance qui est apportée à regarder un individu qui est ou qui n'est pas ce qu'il est, ça n'a aucun rapport avec personne, ça a rapport avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je vous dis ça parce que, en étant un autochtone, une personne native du territoire, vous avez des façons de vous comporter. C'est pour ça que vous vous rencontrez à l'intérieur de vos communautés pour être capable de regarder et de vous enseigner les traditions telles que le jugement d'Elgamouk, qui dit que nous, on a le droit de témoigner par voix de notre bouche et non écrit. Donc, la tradition pour nous autres, orale, de témoigner avec ce qu'on sait, n'est pas nécessairement enseignée comme les autres sur un banc d'école. C'est enseigné d'une génération à l'autre, qui nous permet à nous de tenir les secrets qui sont affiliés à notre peuple et de l'enseigner aux personnes qui devraient le recevoir. Parce qu'avant de recevoir, on doit savoir donner. C'est tous des principes autochtones.
Et si on ne sait pas donner, on ne peut pas recevoir. C'est pour ça que quand on demande quelque chose, on offre une offrande de tabac, et cette offrande-là soit acceptée ou non. Et finalement, là, on peut avancer dans ce qu'on a besoin de savoir ou on demande. J'ai un petit peu de difficulté parce que en même temps que j'essaie de vous enseigner des choses vraiment traditionnelles, je dois aussi vous enseigner pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Ça fait qu'en 1763, il y a cette grande paix-là. Et on parle dans la proclamation royale, qui est ici, qui s'appelle l'article 25, les droits des peuples autochtones sont mentionnés. C'est là que c'est écrit que vous êtes fait voler vos terres, qu'on s'est fait voler nos terres. C'est là que c'est écrit que nous, on a des droits particuliers qui ne portent pas atteinte à nos autres droits. C'est là qu'on parle aussi qu'on est les sujets de Sa Majesté et que la Grande-Bretagne dénonce clairement l'abus qu'il y a eu à l'égard de prendre nos terres. Mais vous savez, en 1763, il n'y a toujours pas de réserve de créer. Si je ne m'abuse, en 1867, si vous vous souvenez, l'homme blanc a dit qu'il créait un nouveau gouvernement ici. On n'a pas dit qu'il créait le gouvernement des Autochtones. On dit qu'il créait le gouvernement canadien. Parce qu'avant ça, on n'était pas un pays, on était une province de la Grande-Bretagne. Pourquoi tout ça c'est important que vous le sachiez? Parce que quand vous allez comprendre ce que j'essaie de vous expliquer dans quelques minutes, vous allez dire, maintenant on est capable de saisir la différence. Puis pourquoi que pour moi c'est important de vous l'expliquer? Parce que les rapports de Statistique Canada qui parlent de vous autres, les Autochtones en réserve, on ne vous donne pas les vrais chiffres. J'ai déjà envoyé une réprimande parce qu'il a envoyé un formulaire sur 4, puis à date, ça arrive chez nous, où il y a près de 500 maisons, et il n'y en a pas un qui est venu me voir et qui me dit qu'il a eu son formulaire. Donc, est-ce qu'on identifie clairement la population autochtone? Pourquoi on ne parle pas à la Confédération? Pourquoi on a peur de côtoyer la Confédération et d'avoir les numéros qu'on a? Parce que nous, nos Indiens, c'est des vrais. Pourquoi que nos Indiens, c'est des vrais? Maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Donc, j'ai dit tantôt qu'en 1867, il y a un gouvernement étranger qui a été créé au Canada, qui n'est pas notre gouvernement, qui est le gouvernement du Canada, qui est une partie de la Grande-Bretagne. On a beau avouer que la reine a ou n'a plus rien à faire ici, vous savez, d'une manière ou de l'autre, sur le bill, le 20 $, ça faisait là. On ne peut pas passer une loi au Canada, soit qu'on parle au Sénat. Le gouverneur général, c'est lui qui défait et refait le pays à l'élection. Donc, il faut arrêter de penser que la reine est partie. Il faut arrêter de penser que Trudeau, exemple pour l'instant, c'est le premier ministre du Canada. Parce que Trudeau, c'est le premier ministre du gouvernement des Blancs. Mais le Canada appartient aux Autochtones. C'est pas notre premier ministre. Je vote pas pour lui, moi. C'est pas de ma faute à moi si le gars, c'est un menteur. Parce que chez nous, un menteur, c'est un voleur et un voleur, c'est un hypocrite. Pourquoi on dit tout ça? Parce qu'il nous vole la vérité. Parce que dans nos terres qui nous appartiennent, dont le Canada, c'est écrit là-dedans, a reçu la décision des peuples autochtones aux Nations Unies qui disent à l'article 25, les terres que les peuples autochtones utilisaient, occupaient, appartenaient traditionnellement, qui ont été pris, abîmés, confisqués, dégradés, en d'autres mots volés, doivent nous être remis parce qu'on ne les a jamais cédés et on les a encore moins vendus. Pourquoi on sait ça? Parce que l'homme blanc, dans la Constitution du Canada, dans l'article 25, a clairement dit qu'il y a eu des abus dans l'achat des terres autochtones parce que personne n'a vendu leurs terres. Et maintenant qu'on est rendu, si vous voulez, à regarder qui on est, là, je vous explique. Donc, en 1867, c'est écrit dans le livre, le gouvernement du Canada a été créé. La réserve à Maniwaki, si je suis très précis, a été créée en 1875 parce qu'à Maniwaki, il y avait un poste de traite. La relation, le poste de traite était avec la Grande-Bretagne, et la relation qui existait avec les peuples autochtones, c'était des individus qui venaient des différentes collectivités qui étaient réunis en communauté un peu partout pour vendre et faire la traite des Blancs qu'on appelle les pots et toutes les autres affaires, les canaux, tout ce qu'on pouvait échanger, on le faisait. Jusqu'à ce moment donné-là, les Indiens, les peuples autochtones, ne connaissaient pas d'échanger un morceau de papier pour un canot.
parce que la valeur n'était pas, c'était le partage. C'était pas de mettre un prix pour enrichir un individu sur le dos d'un autre, pour créer à l'intérieur de cette collectivité-là le gars qui était supposé d'être le plus riche, qui finit finalement le gars le plus pauvre à sa mort parce qu'il amène avec lui seulement ce qui est fait de bien et de mal. Moi, si vous voulez, j'inclus à l'intérieur de l'information que je vous donne ça parce que c'est très pertinent à la compréhension de ce qu'on est. Maintenant, en 1875, quand on suit, si vous voulez, en 1867, la formation du premier gouvernement étranger à nous autres ici, on crée une réserve à Maniwaki et la réserve à Maniwaki a pour but de retrouver certains Indiens qui pourraient vivre à la façon des non-autochtones. Pourquoi on dit ça? Parce que la réserve a présenté à certains individus, à certains autochtones, à certains peuples de la Terre qui étaient ici, une façon d'exister différente de la façon que nous, on connaissait, que moi je pratique aujourd'hui. Exemple, on a dit que si vous voulez venir ici, on va vous envoyer à l'école, on va s'occuper de votre côté santé, vous allez couper vos cheveux, vous allez vous habiller différemment comme l'homme blanc le fait, et finalement, puis nous autres, on va tout faire ça, puis on vous paye pour rester ici. Vous n'avez même pas besoin de travailler. Imaginez-vous, à l'intérieur de votre famille, là, il y a votre cousin, votre frère, votre soeur, décide de s'en aller vivre dans un environnement qui n'est pas autochtone, pour vivre une façon qui n'est pas autochtone, mais on fait quoi de tout le monde? Et on dit qu'il y a moins de 1% de la population qui était partout répartie sur les terres est allée vivre sans réserve. Et de là où, en dedans de quelques mois, on a commencé à regarder la population qui était sans réserve. Mais écoutez bien ça, parce que ça, c'est la pire nouvelle que je dois vous donner. C'est là qu'on a défini des Indiens avec ou sans statut. Qu'on a dit un gars qui est resté à sa réserve, toi, tu es un Indien statué. En d'autres mots, le gouvernement du Canada te reconnaît parce qu'il te paye à rien faire sans réserve, à faire des prières à la religion qui était très étrange à nous, à vous habiller, pas comme les traditionnels. Et on l'a tout vu, là, on le sait tout. Mais est-ce que vous croyez que le 99% de la population qui restait sur la Terre, qui ne voulait pas aller vivre d'une façon étrange à nous, était moins indien? Mais non. Parce qu'eux autres ont choisi où ils demeuraient. Comme les Indiens aujourd'hui. Il y a les Indiens sur réserve, qu'eux autres sont dictés. Il y a tellement peu de maisons. Le côté développement est vraiment... En tout cas, je n'ai pas besoin de vous l'annoncer, là, on sait tout lire. Le côté, il y a l'eau fraîche, les toilettes et tout, ça fait un peu dans le dash, hein? Mais chez nous, chez les Autochtones que nous, on a regardés, qui se sont identifiés avec des tests ADN, qui peuvent prouver sans contestation qui ont du sang indien, ces individus-là qui sont nos membres, ces individus-là sont des individus qui décident où ce qui reste. Donc, est-ce que ça veut dire que le mec qui vit sur une réserve est plus indien que l'autre? On a tous les mêmes ancêtres, hein? Mais pourquoi nous, on ne dit pas qu'on est plus ou moins indien? On va vous dire pourquoi. Vous savez, dans tout le débat qu'il y a eu par rapport à Daniels et tous les autres autochtones, j'imagine que vous trouvez ça quand même assez surprenant de savoir qu'un individu qui passe et qui a son test et sa carte de la Confédération, qui a démontré hors de tout doute qu'il est autochtone, on essaie de lui dire que c'en est pas un. Par contre, on reçoit des Juifs de Jérusalem qui arrivent ici et lui, on reconnaît ses droits. Vous ne trouvez pas ça particulier que le peuple initial d'ici est obligé de se battre pour demeurer ce qu'ils sont? C'est quand même particulier que le gouvernement étranger à nous commence à dicter à la grande population qui sont les Indiens. Et vous allez remarquer que dans la cause Daniels, c'est clairement écrit, ce n'est pas au gouvernement des Blancs à décider qui est autochtone, c'est aux communautés eux-mêmes. C'est à vous autres, les Autochtones, qui sont en collectivité et en communauté, de décider qui va faire partie de vous autres. Pour ce soir,
parce que le monde me dit qu'il regarde les présentations plusieurs fois. Je vous dis bonsoir. Et je vous dis que la semaine prochaine, il va y avoir une autre étape qui va vous expliquer maintenant de vous réunir en collectivité pour ne pas vous laisser assimiler par personne. C'est vous qui faites la démocratie. Parce que vous savez, la démocratie a été créée par les Grecs. C'est simple. Les membres à la base sont la raison de notre existence. Pour ceux qui ont peur d'identifier qui ils sont, ça va changer. Mais je dis aux autres, merci de votre support. Merci du temps à écouter ce que j'ai à vous dire. Et merci de votre énergie. Chimagwachi. Niawan.